Bonjour à toutes et à tous. Merci de rejoindre cette réunion du club du CEPI à un horaire assez inhabituel, à l'heure du déjeuner, en essayant de prendre le moins possible sur votre temps, tout en essayant de nourrir votre pensée et vos connaissances le plus possible. Vous savez que le CEPI travaille sur les migrations, en plus des flux de capitaux et des flux de marchandises et de services, et que ces travaux sur les migrations prennent de l'ampleur. Ils ont d'abord concerné presque exclusivement le champ de l'économie, mais la dynamique du débat public d'une part et des recherches académiques d'autre part a fait que les économistes du CEPI s'intéressent de plus en plus à des questions relatives à la perception du phénomène migratoire et à l'économie politique des migrations en utilisant les outils des économistes et en particulier des économètres, donc des outils qui sont principalement quantitatifs. Pour introduire la substance, je vais être très bref. Je voudrais simplement vous lire un tout petit extrait du Monde d'hier soir sur l'arrestation de deux hommes soupçonnés de s'être enfuis de la voiture de Pierre Palmade après l'accident qui lui a valu d'être placé en garde à vue. Donc, Le Monde parle de ces deux suspects et dit: le premier, un Marocain de 33 ans, a été interpellé à l'aube chez la femme qui le logeait. Son hébergeuse a également été arrêtée. Le second suspect s'est présenté au commissariat de Melun en compagnie de son avocat. Donc, on a la nationalité du premier et pas du second. Et c'est une petite illustration d'un débat beaucoup plus vaste sur le rôle des médias dans la perception du phénomène migratoire et sur le rôle des médias dans la formation des croyances et des opinions à l'égard des migrations et des écarts entre ces croyances, ces perceptions et la réalité du phénomène lui-même. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à mes deux collègues, Anthony Edo et Jérôme Valette, qui sont donc tous les deux chercheurs au CEPI, spécialistes des migrations internationales. Anthony? Merci beaucoup, Christophe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En effet, nous aimerions parler avec Jérôme aujourd'hui, partager un certain nombre de résultats marquants issus d'une partie de nos travaux, plus généralement de travaux académiques récents, autour du lien qui existe entre la réalité et la perception du phénomène migratoire. Comme tu le disais, Christophe, la formation des opinions et des croyances à l'égard de l'immigration, à propos des immigrés et du rôle des médias. Donc, Jérôme, tout à l'heure, lui, s'attachera plus précisément à nous présenter les dernières recherches sur le rôle des médias dans la formation de ces croyances, des opinions, de la perception qu'on a du phénomène migratoire. Et il essaiera aussi, évidemment, de répondre à une question très importante, de savoir si les médias façonnent, oui ou non, les opinions des citoyens à l'égard des immigrés. Mais avant cela, j'aimerais, moi, revenir sur ce que tu disais, Christophe, sur l'existence d'un résultat majeur et qui s'impose comme une régularité statistique puissante, qui est qu'en moyenne, les citoyens des pays riches ont tendance à méconnaître ou une connaissance limitée sur la réalité migratoire de leur pays. Ils ont tendance précisément à surestimer la présence immigrée dans leur pays. Et pour établir ce résultat et vous montrer des chiffres à cet égard, j'aimerais d'abord situer la réalité migratoire dans certains pays, en particulier en Europe, en fixant certains ordres de grandeur. Donc, je voulais commencer cette discussion en vous présentant donc ce graphique-là avec la taille de la population immigrée en 2020 selon les Nations Unies pour les pays de l'Union européenne à 15
et des États-Unis. Et comme vous le voyez, les États-Unis comptent autour de 50 millions d'immigrés. L'Allemagne est le seul pays d'Europe à compter plus de 10 millions d'immigrés, suivi du Royaume-Uni, de la France, de l'Espagne, de l'Italie. Et on a ici un groupe de pays ensuite qui ont une population immigrée inférieure ou égale à 2 millions. Et pour ce même groupe de pays, hein, avec une population immigrée inférieure ou égale à 2 millions d'immigrés, ce type de représentation, ce type de graphique, ce chiffrage-là en valeur absolue nous laisserait penser que la question migratoire pour ces pays-là n'a pas lieu d'être, est dérisoire. Évidemment, vous l'aurez compris, cette métrique-là, ce chiffrage en valeur absolue n'est pas adapté pour discuter et pour comparer la situation migratoire de ces pays pour une raison évidente, c'est que la taille de ces pays est très différente. Et en effet, hein, une population immigrée de 10 millions de personnes, par exemple, pour un pays de 50 millions d'habitants, n'est pas pareil qu'une population de 10 millions d'immigrés pour un pays de 500 millions d'habitants. Et donc, il est d'usage hein, de rapporter ces grandeurs absolues donc, à la population pour raisonner en termes relatifs et pour pouvoir comparer des pays de taille différente. Donc, si on oublie la taille de la population et qu'on aborde cette question en termes relatifs, donc on remarque hein, que la situation ici hein, migratoire des pays est assez différente puisque vous le voyez, hein, on a des pays notamment de gauche avec des parts d'immigrés parfois plus élevées que ceux de droite. Et on a aussi, si on retient cette part d'immigrés, donc ce chiffrage relatif pour classer les pays par ordre croissant hein, en termes d'importance relative de la population immigrée, on a donc un classement qui est comme celui-ci, avec les États-Unis qui tombent notamment à la 7e position, alors que ce pays-là était premier hein, quand on prenait des valeurs absolues. La France qui est ici en 11e position, tout à l'heure elle était donc en 4e position. Et donc évidemment, hein, cette métrique-là permet de bien comparer des pays et permet de faciliter les comparaisons aussi temporelles pour un même pays. Et ce qui est important de noter, c'est qu'au-delà même de cette de facilité des comparaisons temporelles, spatiales, ce chiffrage-là, ce raisonnement en termes relatifs permet de penser les implications économiques, les implications sociales, politiques, démographiques de l'immigration, de la population immigrée. Et d'ailleurs, les chercheurs en économie sont unanimes à ce sujet. C'est-à-dire pour essayer de comprendre, pour déterminer les conséquences économiques de l'immigration sur la croissance, sur l'emploi, les salaires, l'innovation, etc., on raisonne en termes relatifs en utilisant la population immigrée, donc la part des immigrés dans la population ou la part des immigrés dans la population active, la part des immigrés en emploi, etc. Il ne nous viendrait pas à l'idée de discuter de l'impact de l'immigration en abordant, en exploitant la taille absolue de la population immigrée. Donc la métrique pertinente, eh bien celle-ci est d'ailleurs en économie c'est assez commun, hein, c'est une tendance que l'on a tous, notamment quand on raisonne, par exemple, lorsque l'on aborde la dette sur le PIB ou le déficit sur le PIB, on met en rapport des dimensions. En démographie aussi, lorsque l'on parle du taux de natalité, du taux de mortalité ou du taux de fécondité. Et plus récemment, lors de la crise Covid, lorsque l'on a parlé des taux d'incidence, par exemple, pour savoir quel type de restrictions on allait mettre en place dans telle ou telle région, lorsqu'on a parlé aussi des taux de vaccination pour mesurer l'efficacité des politiques de vaccination de différents pays. À chaque fois, on rapporte donc des grandeurs à la population pour justement objectiver le phénomène que l'on cherche à analyser et évidemment penser ses implications concrètes. Et cette méthode doit aussi être appliquée, notamment, j'ouvre une parenthèse, lorsque l'on discute, par exemple, des flux d'entrée d'immigrés au cours d'une année donnée ou des flux sortants d'immigrés au cours de cette même année, il n'y a pas de raison a priori objective hein, de s'en tenir qu'à une simple description en chiffres absolus, en centaines de milliers par exemple, etc. Donc revenons ici sur ces parts. Donc on a évidemment des parts d'immigrés qui diffèrent d'un pays à l'autre. La part d'immigrés en France, notamment selon les Nations Unies en 2020, est ici de 13%. Certains parmi vous avaient peut-être en tête une part d'immigrés plus faible pour la France.
Et si c'est le cas, vous avez en partie raison, puisque selon l'INSEE, la part des immigrés en 2020 n'est pas de 13%, mais elle est de 10,2%. Et cet écart-là entre ces deux proportions d'immigrés en France est notamment dû à une différence de définition. Pour les Nations Unies, un immigré, un migrant international est défini comme une personne qui franchit une frontière pour habiter dans un pays où il n'est pas né. Pour l'INSEE, un immigré est défini comme une personne qui est née à l'étranger, d'une nationalité étrangère et qui réside ensuite en France. Donc pour l'INSEE, un immigré est une personne qui est née, comme on dit souvent, étrangère à l'étranger, née hors de France d'une nationalité étrangère. Et donc, des individus qui sont nés hors de France, mais d'une nationalité de naissance française, s'ils décident de revenir en France, ne seront pas considérés comme immigrés pour l'INSEE, mais seront considérés immigrés pour les Nations Unies, puisqu'ils sont nés ailleurs qu'en France, dans un autre pays que la France. Donc, il y a cette différence-là de définition qui explique cet écart entre ce 13% sur les Nations Unies et ce 10% pour l'INSEE. En revanche, c'est important de noter que ces deux définitions impliquent que la qualité d'immigré, dans tous les cas, elle est permanente et qu'un individu continue à appartenir à la population immigrée, même s'il acquiert la nationalité de son pays de résidence. Et en particulier, les immigrés, par exemple, qui sont entrés en France, donc étrangers au départ, et qui ont acquis la nationalité française, restent immigrés. Donc, ce statut d'immigré reste permanent, ils restent immigrés, sauf qu'ils ne sont plus étrangers, ils sont devenus français. Ils sont maintenant français, et donc la naturalisation n'efface pas la qualité d'immigré. Pour ceux qui estimaient une part d'immigrés à plus de 13%, donc a priori, cette intuition est en accord avec une série d'études sur le sujet. Comme l'indiquait tout à l'heure Christophe, et au début de mon exposé, il y a un décalage entre la réalité du phénomène migratoire et les perceptions que l'on peut en avoir. Et il y a différentes études qui ont mis l'accent sur qui ont étudié ce phénomène. Et en particulier, il y a deux études de 2008 et 2010 qui ont été pionnières à ce sujet, des études menées par des sociologues notamment, qui ont mis en avant ce résultat important. Il y a aussi une étude en économie d'Alesina et co-auteurs qui a aussi mis en avant ce résultat, ce décalage entre la réalité et nos représentations du phénomène migratoire. Et il y a aussi, je le cite ici parce que c'est un rapport intéressant qui a été élaboré pour la Commission européenne en 2018. Et ce rapport montre un tableau très intéressant. C'est voilà, un tableau principal, un résultat principal de ce rapport qui est le suivant. On voit ici en fait la part d'immigrés estimés, donc des immigrés non européens nés hors de l'Union européenne, et la part des immigrés réels, c'est-à-dire selon les chiffres officiels d'Eurostat. Et ce que l'on remarque, c'est pour un certain nombre de pays un décalage, on a bien ce décalage entre la part d'immigrés estimés et la part d'immigrés réels au sein des pays, et qu'en moyenne notamment, vous le voyez ici au milieu, donc les habitants de l'Union européenne, les citoyens européens, surestiment donc la part des immigrés non européens. Ils ont tendance à estimer cette part à 16,7% précisément, alors qu'elle est en réalité environ 2 fois plus faible. Donc le même type de constat a été établi dans l'étude économique que je vous parlais tout à l'heure, d'Alesina et co-auteurs. Et l'avantage ici de cette étude, bon, l'un des inconvénients, c'est qu'elle porte que sur 6 pays, mais l'un des avantages, c'est que elle porte sur des échantillons beaucoup plus importants au sein de chaque pays et qu'elle considère elle demande en fait des estimations sur la part d'immigrés en général, indépendamment du pays de naissance. D'accord ? L'étude précédente faisait référence aux immigrés non européens. Ici, on a demandé aux citoyens de ces 6 pays, donc l'Italie, la France, etc., de renseigner leur perception sur la part d'immigrés, sur la part des immigrés en général. Et on voit bien un écart en France et dans les autres pays, des écarts plus ou moins importants encore, des écarts qui ne sont pas que spécifiques notamment à la France. Et par exemple, dans le cas de la France, on remarque que si la part d'immigrés est de 13% selon les Nations Unies, on estime en moyenne que la part d'immigrés en France est autour de 28%. Et ce qui est intéressant de noter, et c'est noté dans cette étude-là et dans d'autres aussi, c'est que cette méconnaissance de la réalité migratoire ne concerne pas seulement la taille démographique
de l'immigration, de la présence immigrée, elle porte sur d'autres dimensions, sur d'autres caractéristiques socio-économiques. Et en particulier, certaines études montrent que les citoyens européens et américains ont tendance, par exemple, à surestimer la part d'immigrés sans diplôme. Ils ont tendance à surestimer la part d'immigrés sous le seuil de pauvreté, à surestimer la part d'immigrés au chômage. Et ce qui est intéressant, notamment dans le cas des États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, les citoyens américains ont tendance à estimer ce taux de chômage parmi les immigrés à 25%. Alors qu'aux États-Unis, le taux de chômage des immigrés est de 3% et qu'il est à plusieurs reprises, à certains moments de la dernière décennie, il a été même en deçà du taux de chômage des natifs. Donc, on voit bien ici qu'il y a une méconnaissance de la réalité migratoire, une connaissance limitée de cette réalité qui porte sur différentes dimensions. En ce qui concerne cette pure dimension démographique, donc certaines études ont essayé de comprendre pourquoi on avait tendance à surestimer la part d'immigrés dans son pays de résidence, et les études ont mis en avant différents facteurs. Et il y a deux grands groupes de facteurs. Des facteurs d'abord individuels, donc des représentations du phénomène migratoire qui varient selon des caractéristiques sociodémographiques individuelles. Et en particulier, les études montrent que la propension à surestimer la part des immigrés tend à décroître avec l'âge, le niveau de diplôme et le revenu, qu'elle est plus forte parmi les femmes, les personnes à la recherche d'un emploi et les sympathisants des partis d'extrême droite. Au fond, la surestimation du phénomène migratoire apparaît ici comme étroitement liée à la vulnérabilité socio-économique des individus, leur niveau de connaissance et leur degré d'hostilité à l'encontre des immigrés. Donc, voici pour les caractéristiques individuelles. Il y a aussi des facteurs plus agrégés, des facteurs locaux, nationaux qui peuvent nous aider à comprendre l'existence de cet écart. Et en particulier, des études montrent que l'estimation de la part des immigrés à l'échelle nationale est plus haute dans les zones géographiques à forte présence immigrée. C'est-à-dire que les personnes qui vivent dans des localités, des régions ou des villes où la part d'immigrés est plus importante vont avoir plus tendance à surestimer la part d'immigrés que d'autres personnes qui vivent dans des localités où la part d'immigrés est plus faible. L'idée étant que face à des connaissances incomplètes, face à des ressources limitées, on va avoir tendance en fait à projeter des réalités locales, généraliser des réalités locales au niveau national. Un deuxième argument porte, pour expliquer toujours ce décalage entre perception et réalité de la présence immigrée, porte sur des confusions que l'on peut faire entre les immigrés et les descendants d'immigrés qui évidemment ne sont pas immigrés puisqu'ils sont nés dans le pays en question. Et ici, il y a un résultat assez troublant que j'aimerais partager avec vous pour le cas de la France, qui est que si on additionne la part des immigrés en France, donc de 13%, comme je le disais tout à l'heure, à la part des descendants directs d'immigrés, c'est-à-dire la part des personnes dont au moins l'un des deux parents est immigré, qui est de 15%, on obtient une somme de 28%, somme qui est exactement égale à la part estimée d'immigrés pour la France. Donc là, on a un résultat troublant qui nous laisse penser que très probablement, les citoyens, les personnes, lorsqu'ils raisonnent sur la part d'immigrés et lorsqu'ils tentent d'estimer cette proportion, ils intègrent les descendants d'immigrés dans leurs calculs. Une autre explication à cet écart, évidemment, tient très probablement au rôle des médias, les temps d'antenne, les traitements médiatiques de l'information, etc. Je n'en dis pas plus sur cette question, ce sera l'un des points importants qui sera abordé par Jérôme tout à l'heure. Donc, j'aimerais finir cette présentation sur une étude, puisque le constat est assez clair en réalité. On a tendance à surestimer la présence immigrée dans notre pays de résidence et à avoir une vision donc déformée de la réalité migratoire. Et ce qui est intéressant ici, c'est de mettre en parallèle ce phénomène-là, ce résultat à cette étude récente qui a été menée aux États-Unis par des chercheurs européens et qui montre que la déformation de la réalité migratoire va avoir tendance à façonner, à modifier justement les opinions des individus vis-à-vis de l'immigration. Et en somme, cette étude montre que notre rapport à l'immigration dépend en partie de nos représentations et de nos perceptions du phénomène migratoire. Et pour établir ce résultat,
ces chercheurs ont mené une expérience contrôlée et j'aimerais vous la détailler maintenant avant de revenir sur le résultat principal de l'enquête, de cette étude. Donc, voici le cadre expérimental. Donc, l'idée ici, c'est donc de faire appel à un échantillon représentatif de la population américaine, de scinder cet échantillon-là en deux groupes de façon aléatoire, hein, bien sûr, et de taille équivalente, un groupe de contrôle, donc un groupe témoin et un groupe expérimental. Et donc, les chercheurs vont poser une série de questions à ces deux groupes. Donc, la part des immigrés en situation régulière. Quelle est la part des immigrés en situation régulière? La part de la population immigrée au chômage? La part de la population immigrée incarcérée? La part de la population immigrée ne maîtrisant pas l'anglais? Et après avoir posé l'ensemble de ces questions relatives au contexte migratoire, ces mêmes chercheurs vont poser des questions plus tard sur les questions sur les opinions vis-à-vis de l'immigration et des immigrés en particulier, notamment deux, j'en retiens que deux ici, mais il y en a plusieurs qui sont posées dans l'étude. Les immigrés sont-ils trop nombreux dans votre pays? L'immigration est-elle un bénéfice, est-elle un atout pour votre pays? Et à l'inverse du groupe de contrôle, le groupe expérimental, par définition, lui, va recevoir un traitement, il va être soumis à un traitement. Et ce traitement, donc avant de répondre aux questions sur les opinions, il va recevoir un traitement et ce traitement va être en fait des informations que l'on va donner à ce groupe expérimental et en particulier, on va l'informer de la réalité migratoire des États-Unis, du pays en question ici, et on va lui donner de l'information sur les chiffres officiels. On va lui donner la réponse aux 5 questions préalablement posées par des immigrés en situation régulière, etc. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce cadre expérimental, dans ce cadre d'analyse, c'est que dans la mesure où ces deux groupes-là sont similaires en tout point, excepté dans le traitement qu'ils reçoivent, les différentiels d'opinion que l'on va réussir à mesurer s'il y en a ne vont être imputables qu'à une seule chose, au traitement. Et donc, s'il y a des différentiels d'opinion, c'est bien parce que certains ont eu de l'information sur la réalité migratoire dans leur pays et d'autres n'en ont pas eu. Donc, les grandes conclusions de cette étude, c'est que la grande conclusion, c'est qu'une fois informées du contexte migratoire de leur pays, les personnes sont moins nombreuses à penser les immigrés comme trop nombreux et elles présentent une probabilité plus forte de considérer les immigrés comme un bienfait pour leur pays. Et en résumé, regardez le groupe expérimental, je reviens sur ce slide, cette étude montre en fait que les opinions des personnes qui ont reçu cette information, qui ont été informées de la réalité migratoire de leur pays, sont plus favorables ou moins défavorables à l'immigration que les participants du groupe de contrôle. Donc, cette étude conclut que l'exposition à l'information joue donc un rôle crucial dans la formation des croyances et des opinions, c'est-à-dire que la correction des biais de perception au sujet de l'immigration permet en quelque sorte de se refaire une opinion. Et pour que chacun puisse décider, puisse reprendre la main justement sur ses opinions et décider en connaissance de cause, une information ici de qualité est nécessaire. Et dans ce contexte, évidemment, où l'information apparaît comme jouer un rôle extrêmement important dans la formation des croyances et des opinions à l'égard de l'immigration et des immigrés, il y a une question qui se pose, qui est celle évidemment de l'influence des médias. Quelle est l'influence donc des médias, première source d'information des Européens sur les opinions justement des citoyens à l'égard des immigrés? Donc, pour répondre à cette question, je cède la parole donc à Jérôme qui va nous fournir des éléments de réponse à cette question. Donc, Jérôme, je te laisse la place et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Anthony. Donc, je vais prendre le temps de partager mon écran. Normalement, ça doit être bon pour vous. Oui, très bien. Et donc, effectivement, comme l'a dit Anthony, moi, je vais donc vous parler donc, de l'impact des médias sur la formation des attitudes et des opinions publiques envers l'immigration. Donc, comme l'a dit Anthony, effectivement, donc, les natifs ont une connaissance des réalités migratoires qui est plutôt approximative. Ils ont tendance à surestimer les réalités migratoires. Et donc, si on part du constat que les chiffres officiels sur la migration sont méconnus, une des questions effectivement légitimes, Anthony l'a dit, qui se pose, c'est donc d'où les natifs tirent-ils leur information à propos de l'immigration? Et quand on se pose cette question, évidemment, un des candidats naturels qui apparaît de suite, c'est de se dire, une grande partie de l'information que l'on tire à propos de l'immigration vient des médias, vient des sources d'information que l'on peut avoir à travers notre consommation d'articles de presse, de journaux télévisés, etc.
Et donc, on a envie de se demander quel est l'impact de cette information qui vient des médias sur les attitudes et sur les opinions envers l'immigration. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc deux facteurs principaux, deux effets principaux que peuvent avoir les médias sur la formation des attitudes. Première chose, les médias peuvent choisir de parler plus ou moins d'immigration. D'accord ? Donc, chaque média peut choisir, en fonction de l'actualité, de traiter plus ou moins le sujet migratoire comme étant un sujet important ou pas. Et donc, les individus regardant des chaînes différentes ou consommant des journaux différents vont être affectés de différentes manières en fonction de la propension de leurs journaux ou télévisés ou écrits à traiter ce sujet de l'immigration. Donc, je vais d'abord parler donc, dans un premier temps de cet effet-là, donc de quel est l'impact d'une augmentation de la couverture médiatique. Et ensuite, donc, je vous parlerai d'un autre effet qui est plutôt un effet de long terme, qui est que non seulement les médias peuvent choisir de parler plus ou moins d'immigration, mais ils peuvent aussi choisir d'en parler d'une certaine façon. Ils peuvent choisir d'en parler plus ou moins positivement, de traiter certains sujets en lien avec l'immigration ou pas, et de cacher ou de reporter certaines informations à propos de l'immigration. Et ça, j'y viendrai dans une deuxième partie. Donc, premièrement, l'effet, ce que j'appelle l'effet de science, donc le fait que les médias vont décider de parler plus ou moins d'immigration. Alors, pourquoi j'appelle ça un effet de science? Parce que le choix des médias d'augmenter ou non la couverture du sujet migratoire dans l'information politique en général va en fait créer une sorte d'agenda médiatique et donc en fait va rendre plus ou moins prégnant dans l'esprit des natifs, dans l'esprit des citoyens, le sujet migratoire et donc va plus ou moins influencer les décisions qu'ils vont pouvoir prendre, comme les décisions de vote par exemple, ou les décisions sur la formation des attitudes. Donc dans une première étude, on s'est demandé exactement on a essayé de répondre exactement à cette question-là, de quel est l'impact d'une augmentation de la couverture de l'immigration dans les médias sur les attitudes envers l'immigration. Qu'est-ce qui se passe sur les attitudes lorsque, d'un coup, pour une raison complètement aléatoire, les médias vont décider de parler plus ou moins d'immigration? Et la difficulté quand on essaie de répondre à cette question, c'est qu'on ne peut pas se contenter juste de comparer, par exemple, des lecteurs d'un journal qui a tendance à beaucoup parler d'immigration avec les attitudes des lecteurs d'un autre journal qui ne parlerait pas d'immigration. Et pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce que le simple fait de choisir en tant que lecteur un journal qui parle plus ou moins d'immigration, c'est déjà une révélation de vos préférences. Donc si on se contente de comparer deux individus qui regardent deux journaux différents, ce qu'on va être en train de capter, en fait, c'est le fait que les individus s'auto-sélectionnent, choisissent les journaux qui les confortent dans leur idéologie, etc. Ce qu'on veut faire, donc, pour répondre à cette question, plutôt que de comparer des individus avec une consommation médiatique différente, c'est plutôt de comparer un même individu qui regarderait toujours le même journal télévisé ou qui lirait toujours le même journal dans le temps, et on voudrait voir si ce même individu, lorsque son journal ou son journal télévisé se met à parler plus d'immigration, est-ce que cet individu-là, il change d'attitude? Et ça, on a été capable de le faire grâce à deux sources de données. Donc, premièrement, les données donc, de l'enquête longitudinale d'Internet pour les sciences sociales, donc, qui est une enquête qui a été réalisée par Sciences Po, et dans laquelle on demande de manière répétée dans le temps à des mêmes individus de reporter à la fois leur consommation médiatique, c'est-à-dire de dire est-ce que oui ou non, par exemple, ils regardent la télé, est-ce qu'ils lisent les journaux, et s'ils le font, dans notre cas, ça va être la télé qui va nous intéresser, s'ils regardent la télé, quelle est la chaîne qu'ils utilisent pour leur information politique? Autrement dit, est-ce qu'ils regardent plutôt le 20h de TF1, est-ce qu'ils regardent plutôt le 20h de France 2, est-ce qu'ils ont plutôt tendance à regarder des chaînes d'information continues telles que CNews, BFM, etc. Et donc, ça nous permet à la fois dans ces enquêtes d'avoir cette information-là, plus l'information sur leurs attitudes, est-ce qu'ils sont plutôt pro ou anti-immigration? Ça va nous permettre de regarder, pour un même individu qui regarde une même chaîne, est-ce que lorsque sa chaîne de télévision aux 20h se met à parler plus d'immigration, est-ce qu'il change ses attitudes? On va pouvoir, avec cette information pour laquelle donc, on sait exactement ce que l'individu a regardé à la télé, on va pouvoir lier chaque individu au contenu médiatique auquel il a été exposé. Et donc, pour mesurer ce contenu médiatique, on a utilisé les données de l'Institut national de l'audiovisuel qui nous permet donc, pour chaque chaîne et pour chaque instant, de caractériser exactement est-ce qu'on a parlé d'immigration, oui ou non, et si oui, combien de temps on en a parlé dans le temps d'antenne totale. Alors, évidemment, nous, on s'est concentré sur une période particulière, qui est la période dite de la crise des réfugiés, donc qui a eu lieu principalement en 2015. Donc, on s'est concentré sur une période de 2013 à 2017, donc 2 ans avant cette crise et 2 ans après cette crise-là. Vous voyez ici qu'on a un pic très fort dans la part des sujets, donc c'est la ligne en continu noir, la part des sujets qui traitent d'immigration en pourcentage donc, du nombre total de sujets qui ont diffusé. On voit qu'on a un pic en septembre 2015 qui correspond exactement, vous le voyez, au pic du nombre de demandes d'asile en Europe.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est donc il y a eu cette crise des réfugiés très importante, les médias en ont parlé, et ce qui est intéressant pour nous, c'est d'essayer aussi de corréler ça à l'information que les personnes, à l'intérêt que les personnes peuvent porter au sujet migratoire. Ici, donc, la courbe qui est en assurée, donc qui correspond au Google Trend, nous montre quoi? Donc, qu'est-ce que sont les Google Trends? C'est tout simplement une courbe qui vous dit le nombre de fois où les personnes qui vont sur Internet ont entré dans la barre de recherche Google un mot-clé qui est lié à immigration ou ici à réfugiés. Et donc, on voit qu'il y a une corrélation très forte entre le nombre de sujets à la télévision qui parlent d'immigration et l'intérêt qu'ont eu les gens envers l'immigration. Et donc, pour voir quel est l'impact de cette augmentation soudaine par la crise des réfugiés, donc d'une augmentation du sujet migratoire dans les médias, il faut revenir pour comprendre le résultat aux attitudes initiales. Lorsqu'on regarde les attitudes initiales en 2013, ce qu'on remarque, c'est que finalement, la plupart des gens sont assez neutres envers l'immigration. Si on essaie de classifier les gens en 4 grandes catégories, on voit qu'il y a 20% des gens qui sont extrêmement négatifs à propos de l'immigration, c'est ce qu'on appelle ici les anti-immigration. Vous avez 20% des gens qui vont être extrêmement positifs, mais finalement, la majorité des gens, 60% des gens environ, sont assez modérés envers l'immigration. Certains sont modérément positifs, d'autres modérément négatifs, mais en tout cas n'expriment pas une opinion très forte, extrême envers l'immigration, qu'elle soit positive ou négative. Et ce qu'on a remarqué dans notre étude, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'une augmentation de la couverture médiatique va créer de la polarisation, c'est-à-dire que les individus qui sont au milieu de la distribution, ces individus avec des attitudes initialement modérées, vont augmenter leur probabilité de reporter des attitudes extrêmes. Et évidemment, ils ne vont pas le faire de manière aléatoire, ils vont le faire en fonction de leurs attitudes initiales. Ce qui se passe, c'est que les individus qui initialement étaient modérément positifs envers l'immigration vont augmenter leur probabilité de devenir extrêmement positifs envers l'immigration. Et à l'inverse, les individus qui étaient modérément négatifs envers l'immigration vont devenir extrêmement négatifs envers l'immigration. Et on retrouve exactement les mêmes résultats sur les votes, sur les intentions de vote. Les individus qui initialement étaient affiliés avec des partis de droite vont augmenter leur probabilité de voter pour des partis d'extrême droite. Et les individus qui initialement étaient plutôt affiliés à des partis du centre vont augmenter leur probabilité de voter pour des partis plus pro-immigration, plutôt des partis donc, de gauche en France. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cette augmentation de la couverture médiatique, elle agit comme en fait une réactivation des attitudes initiales dans la population. Évidemment, les gens qui étaient déjà extrêmement négatifs à propos de l'immigration, eux ne vont pas être influencés par une augmentation de la couverture médiatique. Pour eux, le phénomène migratoire était déjà quelque chose de très prégnant, de très saillant. En revanche, pour la plupart des gens, d'accord, qui avaient une attitude modérée, pour eux, le fait de parler plus d'immigration va réactiver leurs préjudices, leurs attitudes préexistantes, on va leur montrer que c'est un sujet important, et donc ils vont être plus à même d'exprimer une opinion extrême, qu'elle soit négative s'ils étaient initialement modérément négatifs à propos de l'immigration, et extrêmement positifs s'ils étaient initialement modérément positifs. Donc on voit qu'une augmentation de la couverture médiatique va avoir un effet de très court terme, en fait, de tirer les gens vers des attitudes extrêmes, et donc va créer une polarisation dont on entend souvent parler dans l'actualité, va entraîner une polarisation des attitudes vers des attitudes extrêmes, des gens qui vont devenir extrêmement contre ou extrêmement pour par rapport à un sujet pour lequel ils étaient plutôt initialement relativement nets. Donc ça, c'est un premier effet qu'on a pu mettre en évidence et qui est un effet plutôt donc, de court terme sur la saillance de l'immigration dans l'esprit des gens. Des effets qui peuvent aussi être tirés par les médias sur les attitudes sont aussi des effets de persuasion. Qu'est-ce que j'entends par des effets de persuasion? C'est des effets de plus long terme où là, on ne va pas réactiver des attitudes préexistantes, mais on va carrément changer les attitudes, changer l'opinion des gens de manière durable. Et donc, pour illustrer cela, je vais prendre un exemple qui a trait effectivement à l'article que Christophe vous a lu en introduction sur le lien entre immigration et délinquance. Un fait statistique que l'on retrouve à peu près dans tous les pays, vous le voyez ici, c'est que lorsque vous demandez aux gens est-ce qu'ils sont d'accord avec la proposition l'immigration augmente la délinquance et la criminalité, vous avez en moyenne 23% des gens qui sont contre cette proposition, qui sont en désaccord avec cette proposition. En revanche, pour beaucoup de pays, vous avez une majorité, 48% en moyenne des gens, qui sont d'accord avec l'idée qu'il y a un lien entre immigration et criminalité et délinquance. Alors, ce n'est pas mon propos ici, et je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ça, mais il y a énormément d'études en économie qui ont été essayées de voir est-ce qu'il y avait un lien entre immigration, délinquance et criminalité, et la majorité de ces études tend à conclure que non, il n'y a pas de lien. Donc, comment expliquer qu'il n'y a pas de lien prouvé, d'existence prouvée entre immigration, délinquance et criminalité, et que pourtant, les gens perçoivent un lien très fort entre ces deux phénomènes? Et une réponse possible, c'est qu'effectivement, ils ont une information biaisée à propos du lien entre immigration et criminalité, et que cette information biaisée, déformée par rapport à la réalité, vient justement de leur consommation médiatique. Alors, pour répondre à cette question-là, on s'est intéressé à un cas d'étude en Allemagne,
à une expérience naturelle qui est apparue en Allemagne et qui est très intéressante, et je vais vous expliquer pourquoi. Historiquement, en Allemagne, donc, les journalistes allemands se sont dotés d'un code de presse donc, qui s'appelle le Presskodex, et qui définit toutes les règles et les conventions que doivent suivre les journalistes lorsqu'ils écrivent des articles dans la presse. Et il y a un article qui est à l'intérieur du code journalistique allemand qui est très suivi, qui n'est pas obligatoire, mais vraiment très suivi par les journalistes. Il y a un article qui est très discuté, qui est l'article 12.1. L'article 12.1, en gros, ce qu'il dit, c'est que lorsque les journalistes reportent un crime en Allemagne, ils doivent omettre de donner l'information de l'origine du criminel, à moins que cette information soit essentielle pour comprendre la nature du crime. C'est-à-dire que si vous êtes en train de reporter une attaque terroriste, par exemple, ou des revendications ethniques, par exemple, effectivement, l'information sur l'origine des suspects ou du criminel est importante. En revanche, si vous êtes en train de donner une infraction, de reporter une infraction telle qu'un vol qui a eu lieu, un vol de sac à main dans la rue, il n'y a pas lieu de dire la nationalité ou l'origine du criminel. Et cet article a été créé justement pour protéger les minorités ethniques de potentielles discriminations. Et vous avez donc toute une partie des journalistes allemands qui s'opposent à cet article-là, qui le voient comme une censure et qui disent, mais finalement, en fait, le fait d'omettre la nationalité ou l'origine des criminels entraîne une augmentation de la défiance des lecteurs envers la presse qui, quand ils ne voient pas l'information, pensent qu'on leur cache une information et que derrière cette absence d'information se cache systématiquement, possiblement, un immigré ou un délinquant d'origine étrangère. Alors, ce débat-là, c'était un débat qui était vraiment confiné au domaine journalistique, mais qui est devenu un débat national après les événements de Cologne pendant la nuit du 31 janvier 2015. Si vous vous rappelez de ces événements, le 31 janvier 2015, donc à Cologne, des centaines de délits à caractère sexuel sont dénoncés, et malgré des rumeurs sur les réseaux sociaux qui déjà commencent à donner l'origine des suspects comme étant des personnes d'origine étrangère et issues de la vague des réfugiés de 2015, les journalistes vont complètement taire cette information parce que justement, ils continuent à suivre cette directive du Presskodex et cet article 12.1. Et donc, 4 jours après les événements, lors de la conférence de presse publique de police, qui va effectivement confirmer que la majorité des suspects sont d'origine étrangère, il va y avoir un énorme tollé en Allemagne de la part des natifs qui vont dire, mais en fait, la presse nous ment, vous voyez, et donc vous le voyez ici sur le graphique sur le graphique petit c, vous avez le nombre de hashtags qui contiennent le mot Lügenpresse, qui veut dire la presse ment en allemand, et vous voyez que donc on a une renaissance, une explosion du nombre de hashtags qui utilisent cette information, la presse nous ment. Donc les gens disent, voilà, la presse nous cache une information sur l'immigration, et évidemment les journalistes répondent à ce moment-là, mais en fait on ne vous cache pas une information, on continue juste à suivre les directives que l'on s'est données collectivement. Donc les gens, vous le voyez sur le graphique numéro D, se mettent à entrer dans la barre de recherche de Google ce mot-là, Presskodex, code de la presse allemand, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc ce débat-là sur est-ce que l'article 12.1 est justifié, est-ce qu'on devrait donner ou cacher l'information à propos de l'origine des criminels, ce débat-là va durer en Allemagne pendant plusieurs mois. En mars, l'association de presse allemande va décider de réaffirmer les règles existantes, de confirmer donc l'article 12.1. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'en juillet 2016, un journal très local, le Sächsische Zeitung, donc qui est basé en Saxe, donc plutôt à l'est de l'Allemagne, va décider unilatéralement que lui, à partir d'aujourd'hui, ne suivra plus le Presskodex, ne suivra plus l'article 12.1. Donc il l'annonce dans un article qui s'appelle donc les faits contre les rumeurs, et dans lequel ils disent, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que l'on reportera un crime, et si l'on connaît évidemment le suspect ou le criminel, à ce moment-là, on donnera la nationalité ou l'origine du délinquant. Avec l'idée que peu importe que la personne soit d'origine allemande ou d'origine étrangère, les gens auront cette information. Alors pourquoi c'est intéressant pour nous? Parce que cette expérience naturelle, elle va nous permettre de comparer donc, les attitudes de personnes qui sont dans la région de diffusion du Sächsische Zeitung, avant et après juillet 2016, par rapport aux attitudes de personnes qui sont à l'extérieur de la zone de diffusion, toujours avant et après ce changement de politique de report. Donc, ce changement de politique de report, on le voit très bien sur ce graphique-là. Qu'est-ce qu'il donne en réalité? Donc ici, vous avez la part des articles qui reportent un crime et dans lequel on a une origine ou une nationalité qui est donnée. Vous voyez qu'avant juillet 2016, le journal Sächsische Zeitung a à peu près le même comportement en termes de politique de report de la criminalité que les autres journaux, à la fois en termes de niveau et à la fois en termes d'évolution. Et à partir de juillet 2016, vous voyez qu'on a une augmentation très forte du nombre d'articles dans le Sächsische Zeitung qui mentionne explicitement une origine ou une nationalité. Donc, vous voyez qu'on a un écart de 10 points de pourcentage qui se crée entre le Sächsische Zeitung et les autres journaux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cet écart-là, qui est nouveau,
est entièrement due à la mention nouvelle de la nationalité lorsque le suspect est d'origine allemande. C'est-à-dire que d'un coup, le Saxe-Zeitung se met, lorsqu'il reporte un article, à dire, voilà, ici, c'était un jeune homme de 25 ans allemand qui a commis un crime, ici, c'était une personne allemande de tel âge, etc., etc. Donc, les personnes qui sont dans la zone de diffusion du Saxe-Zeitung se retrouvent nouvellement exposées à tout un tas d'articles qui, de manière complètement inédite, mentionnent que le suspect est d'origine allemande sans lien direct avec l'immigration, sans aucun lien. Donc ici, vous avez sur la carte les parts de marché, donc la zone de diffusion du Saxe-Zeitung. Vous voyez qu'on est vraiment sur un journal très local qui est localisé uniquement en Saxe. Et même à l'intérieur de Saxe, vous voyez qu'il y a des municipalités ici pour lesquelles les parts de marché peuvent atteindre quasiment 90% et d'autres dans lesquelles le journal est complètement absent. Et ça tient beaucoup au fait que la presse régionale allemande a une caractéristique qui fait qu'elle est très régionale et il y a beaucoup de journaux qui sont régionaux et qui sont très importants au niveau local. Donc, encore une fois, nous, on va comparer des gens qui sont dans la zone de diffusion du journal par rapport à des gens qui ne sont pas dans la zone de diffusion. Alors, pour quels effets? Effectivement, donc, les gens qui sont dans la zone de diffusion du Saxe-Zeitung et qui donc se retrouvent nouvellement exposés à beaucoup d'articles qui mentionnent que la criminalité est aussi le fait des Allemands et le fait de natifs, vont voir leurs attitudes, leurs inquiétudes envers l'immigration diminuer. Et on va aussi voir une baisse des intentions de vote pour l'AfD. Vous l'avez sur ce graphique, le résultat principal. Ici, on a fixé à 0, d'accord, pour la période avant le traitement, avant le changement de politique de report du Saxe-Zeitung, les attitudes, les inquiétudes envers l'immigration. On voit qu'avant cette période-là, lorsque les barres coupent l'axe des zéros, ça veut dire que les attitudes ne sont pas significativement différentes, les attitudes n'ont pas changé, ne sont pas significativement différentes. Et ensuite, après juillet 2016, on voit qu'on a une baisse des inquiétudes envers l'immigration. Donc, tout se passe comme si, voilà, ces personnes-là qui étaient inquiètes de l'immigration, eh bien, du coup, se retrouvent exposés à beaucoup d'articles qui mentionnent que l'immigration n'est pas directement liée à la criminalité, d'accord, que les migrants ne sont pas responsables pour une grande partie de la criminalité, mais qu'il y a aussi beaucoup de natifs qui commettent des crimes. Et donc, du coup, ça va réduire leurs inquiétudes envers l'immigration. Évidemment, s'ils baissent leurs inquiétudes envers l'immigration, qu'ils comprennent qu'il n'y a pas un lien direct, en tout cas pas un lien évident entre immigration et criminalité, ces personnes-là vont devenir plus inquiètes de la criminalité en général. C'est ce qu'on observe sur ce graphique-là. Donc, du coup, la baisse des inquiétudes sur l'immigration se reporte sur les inquiétudes sur la criminalité en général. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais conclure en vous disant, donc, on l'a vu, donc les médias peuvent jouer sur, effectivement, l'information qu'ont les gens à propos de l'immigration, à la fois en parlant ou non d'immigration et en parlant d'une certaine façon. Dans les deux cas, cela influence les attitudes. Évidemment, les effets ne sont pas des effets de premier ordre. Les médias ne tirent pas complètement les attitudes des gens. Anthony vous l'a dit, il y a aussi des caractéristiques individuelles, des caractéristiques locales qui forment les attitudes. Et donc, c'est un ensemble de choses qui expliquent les attitudes. Et évidemment, pas uniquement les médias, même si on l'a vu ensemble, les médias ont une part importante à jouer. Donc, je vous remercie pour votre attention et donc j'imagine qu'on est à votre écoute pour des questions ou des remarques si nécessaire. Merci beaucoup à tous les deux. J'essaie de réactiver ma vidéo. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Cela donne beaucoup de nourriture pour la pensée, comme on dit en anglais. Il y a des questions dans le chat et je vous invite à en poser de nouvelles. On a encore un petit quart d'heure pour parler ensemble. Il y a des questions dans le chat qui portent sur la descendance des immigrés. Comment peut-on avoir une perception qui se limite au statut juridique des personnes et exclure leur descendance? Donc, Anthony, tu as évoqué le fait que une des raisons de l'écart entre la perception et la réalité et la descendance. Est-ce que tu peux compléter ta remarque à ce sujet? Bien sûr. Merci pour la question. Donc, juste pour revenir, parce que j'ai vu tout à l'heure dans le chat des questions sur les naturalisés. Donc, évidemment, donc, des immigrés sont des personnes qui sont nées hors de France, hein, en général. Ils arrivent ensuite en France étrangers.
Certains d'entre eux vont acquérir la nationalité française, vont devenir naturalisés, ils resteront immigrés. Et parmi les immigrés, il y en a qui résident en France, qui sont résidents français, d'autres sont même français s'ils sont naturalisés, hein, et ils peuvent avoir évidemment des enfants, et les enfants qui sont nés sur le territoire national ne seront en aucun cas considérés comme immigrés, ils seront donc des descendants directs d'immigrés. On parle là donc de la deuxième génération d'immigrés, et les petits-enfants sont considérés comme la troisième génération d'immigrés, etc. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'était que l'écart entre la perception et la réalité peut aussi provenir du fait que la part des descendants directs d'immigrés ou la part des descendants d'immigrés en général n'est pas négligeable dans la population. Et donc, il pourrait y avoir ici des confusions entre les immigrés de première génération, si on peut dire, et les immigrés de deuxième ou de troisième génération, donc les enfants, les petits-enfants, etc. Et un point important là-dessus, c'est que donc ce qu'on sait, hein, c'est qu'en France, la part des descendants directs la part des descendants directs d'immigrés dans la population est autour de 15%. Donc, selon les chiffres de l'OCDE de 2017, j'utilise celui-là parce que ça permet de comparer par rapport aux autres pays. Et un point intéressant, c'est qu'en France, la France est l'un des seuls pays européens dont la part des descendants directs d'immigrés, donc des enfants d'immigrés de deuxième génération, est plus élevée que la part des immigrés. On a un 15% par rapport à ce 13% d'immigrés. Dans beaucoup d'autres pays européens, on a une part des descendants directs d'immigrés qui est bien plus faible que la part des immigrés. Et évidemment, l'une des raisons à ce phénomène est que la France est un vieux pays d'immigration. Et donc, on a une part qui est plus élevée des enfants d'immigrés. Ce n'est pas le cas, par exemple, de l'Espagne. L'Espagne est un pays très récent d'immigration, si on peut dire. L'immigration a surtout augmenté depuis les années 2000 dans ce pays-là. Et donc, on a une part des descendants d'immigrés qui est beaucoup plus faible que la part d'immigrés en Espagne, qui est autour de 15%. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu après à la question. J'ai essayé de couvrir plusieurs choses. Si. Enfin, c'est un débat complexe, mais tes remarques y contribuent. Un autre débat complexe qui a été soulevé dans vos interventions, c'est le lien entre immigration et délinquance. Anthony, tu as dit que l'immense majorité des travaux n'établissaient pas de lien entre immigration et délinquance. Est-ce que tu peux préciser ce que ces travaux spécifient, notamment en termes de niveau social des individus? Oui, tout à fait. Donc, premièrement, je vais répondre à la question d'Olivier de Boisson sur est-ce que les immigrés sont surreprésentés dans la population carcérale? Parce qu'évidemment, c'est une des propositions en général, des réponses qui est donnée quand on dit est-ce qu'il y a un lien entre immigration et criminalité. Ben, on dit bah oui, effectivement, puisque les immigrés sont surreprésentés dans la population carcérale. Effectivement, ils le sont, et à tous les niveaux de la chaîne pénale. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il y a un lien entre immigration et criminalité. Le fait que les immigrés soient surreprésentés dans la population carcérale tient à plusieurs raisons. La première, c'est que d'une part, il y a tout un tas de crimes qui ne peuvent concerner par définition que les immigrés, notamment les séjours irréguliers sur le territoire, le travail illégal, etc. Donc, tous ces crimes-là, par définition, augmentent la probabilité des immigrés par rapport aux natifs de se retrouver incarcérés. Vous avez aussi des caractéristiques qui sont associées à une probabilité plus forte de commettre un crime, comme le fait d'être un homme par rapport à une femme, comme le fait d'être un jeune par rapport à être une personne plus âgée. Et ces caractéristiques-là sont surreprésentées dans la population des immigrés, qui sont en majorité plutôt jeunes et plutôt des hommes. Et aussi, il ne faut pas oublier que les immigrés sont plus à même d'être victimes de discrimination, ou en tout cas d'un traitement différencié dans le système judiciaire et pénal. Vous avez et ça a été démontré, une probabilité plus forte d'être contrôlé ou arrêté si vous êtes d'origine étrangère. Vous avez une probabilité plus forte d'être inculpé et aussi de recevoir des sentences plus lourdes. Donc, toutes ces caractéristiques-là, de manière mécanique, entraînent une surreprésentation des immigrés dans la population carcérale, sans pourtant qu'on ait un lien direct entre immigration et criminalité. Et les études qui essayaient donc de s'intéresser à ce lien entre immigration et criminalité montrent à peu près toutes qu'il n'y a pas de corrélation. Donc, lorsqu'il y a des vagues migratoires, donc des entrées très importantes
d'immigrés sur le territoire. On n'observe aucun effet sur la criminalité, donc les crimes violents, et on n'observe aucun effet sur quasiment tous les délits, hormis les atteintes à la propriété, les vols. On a un petit effet, un effet négligeable, mais qui existe sur les atteintes à la propriété. Et en général, cet effet tient plutôt aux difficultés des migrants illégaux à s'intégrer sur le marché du travail. Et donc, vous avez, par définition, lorsque vous avez des difficultés d'intégration sur le marché du travail, des niveaux de pauvreté plus importants. Et on le sait, la pauvreté est associée aussi à une probabilité de commettre un délit ou un crime qui est plus important. Donc, je ne sais pas si ça répond entièrement à votre question. Si je peux rebondir, juste, j'ai deux remarques à faire sur ce sujet-là. Pour repréciser la surreprésentation, donc la surreprésentation des immigrés incarcérés, ça veut dire que donc la part des immigrés en prison hein, est supérieure à la part des immigrés dans la population. C'est ce qu'on fait référence quand on parle de surreprésentation. Donc il y a en effet une surreprésentation. Pour autant, pour essayer justement de situer la réalité migratoire dans toute sa complexité, les immigrés sont tout de même minoritaires en prison. D'accord, il y a une surreprésentation, mais ils ne sont pas majoritaires. Ça, c'est un premier point que je voulais souligner justement pour resituer le contexte. Et le deuxième point important que je voulais souligner, c'était que globalement, tous les chiffres sur l'immigration, que ce soit sur leur part dans la population, par niveau de diplôme, par origine, leur part aussi donc dans la population en prison, enfin carcérale, etc., sur les enfants d'immigrés, les troisième générations, toutes ces statistiques-là sont disponibles sur le site de l'INSEE ou sur le site de l'INED, et donc il n'y a pas de choses cachées, entre guillemets. On peut s'informer sur toutes ces dimensions-là de façon officielle sur les sites que je viens de mentionner. Merci. Dans le prolongement de ces questions, il y en a une autre qui est liée à l'ethnicité. Il n'y a pas de statistiques ethniques en France, il y a les statistiques que Anthony vient de mentionner, mais Jérôme et Anthony travaillent sur d'autres pays que la France. Est-ce que ces différences de statistiques selon les pays représentent un inconvénient en termes de connaissance et d'analyse du phénomène migratoire en France, ou au contraire, la situation actuelle est satisfaisante? Alors là, je pense on peut avoir des avis ici divergents parce que quand on parle de statistiques ethniques, on fait souvent référence notamment à l'origine des immigrés. Donc, la France, dans les recensements, l'origine des immigrés est bien documentée. On connaît leur pays de naissance, on connaît leur pays de nationalité. Maintenant, on sait, sur la base de différentes enquêtes, la nationalité et le pays de naissance des parents ou des grands-parents des individus nés en France. Donc, je ne dirais pas que les statistiques ethniques sont interdites ou pas disponibles en France. On a des statistiques sur les pays de naissance des parents, des grands-parents, etc. En revanche, ce que l'on n'a pas par rapport aux autres pays, ce sont des questions sur la couleur de peau des citoyens français. Donc là, il y a ici une différence avec certains pays, notamment les États-Unis. Mon sentiment pour le moment, c'est qu'on a déjà beaucoup à faire avec les statistiques que l'on a et qui existent pour comprendre un certain nombre de réalités. Et donc, en tout cas, pour ma part, je ne vois pas l'intérêt pour le moment d'avoir accès à ce type de statistiques, mais c'est un débat qui dépasse de loin la sphère purement économique et la sphère de la recherche, parce qu'évidemment, ce type de statistiques pose de nombreuses questions politiques sur l'identité, etc. Et donc, je laisse la parole à Jérôme s'il veut compléter cette réponse. Non, je suis parfaitement d'accord avec toi, Anthony. C'est une question qui dépasse largement le cadre de l'économie et qui est une question aussi juridique, par définition. Je pense que, effectivement, je suis d'accord avec Anthony, on a déjà de quoi faire avec les données que l'on a, notamment les enquêtes Théo, donc trajectoire et origine, avaient permis de beaucoup avancer dans ce sens-là en donnant beaucoup d'informations sur l'origine des personnes, donc, et notamment, comme tu l'as dit, Anthony, la nationalité, le pays de naissance des parents, des grands-parents, etc. Donc, on a déjà beaucoup d'informations. Et surtout, lorsqu'on fait des comparaisons de pays comme cela, je pense qu'il faut avoir la bonne attitude, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se demander pourquoi pourquoi les résultats en France seraient systématiquement différents.
Mais c'est plutôt l'inverse, quoi. C'est-à-dire, il faut se dire pourquoi les résultats qu'on a dans des autres pays seraient systématiquement forcément différents en France et pas s'attendre à forcément avoir un résultat différent en France. Si on observe le même résultat, comme par exemple sur l'immigration et les criminalités dans beaucoup de pays, on a des études très bien faites sur le Chili, sur l'Italie, sur le Royaume-Uni, sur les États-Unis, dans lesquelles on retrouve de manière systématique cet effet nul de l'immigration sur la criminalité en moyenne. Il faudrait plutôt se demander pourquoi on aurait systématiquement un effet différencié en France. A priori, il n'y a pas de raison de s'attendre à un effet systématiquement différent. Très bien. Il y a des questions sur Oui, j'ai une l'impact question. économique des migrations, mais malheureusement, on ne va pas avoir le temps de les aborder aujourd'hui. Néanmoins, Jérôme et surtout Anthony travaillent beaucoup sur ces questions, donc on pourra facilement organiser une nouvelle session dans ce domaine. En attendant, je voudrais remercier les intervenants. Je voudrais remercier aussi les participants pour avoir détourné leur heure de déjeuner pour cette session qui, j'espère, les a intéressés. Et je vous annonce que la prochaine session du Club du CEPI sera consacrée à un sujet plus traditionnel qui est celui de la politique industrielle américaine à travers le récent Inflation Reduction Act, ses conséquences pour l'Europe et les réactions possibles de l'Europe avec une intervention d'Antoine Bouet qui est le directeur du CEPI depuis l'automne dernier. Merci et bon appétit pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris leur déjeuner. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.